pas Oui, vous. et donc on s'attendait il y avait une sorte de, on était encore dans une montée de l'égalité. On était dans une émancipation et une hausse de niveau de vie du monde ouvrier qui était encadrée par un parti communiste qui croyait en la culture et en l'universel, qui empêchait les ouvriers de dire des trucs dégueulasses sur les Arabes. J'étais témoin, j'étais membre du Parti communiste quand j'étais jeune. Personne n'est parfait, hein. Non, non, mais je vous jure que, bon, évidemment, moi j'ai été stalinien même, donc effectivement je n'ai pas été parfait, mais vraiment sur le plan culturel, le Parti communiste c'était quelque chose. Il y avait cette croyance en un avenir meilleur, cultivé, bourgeois en fait. Le Parti communiste entretenait un rêve bourgeois, progressiste dans le monde ouvrier. Et ensuite, ce qu'on a eu, c'est... Alors, il y a eu toutes sortes de choses bien. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le plan des mœurs, des mentalités, la hausse du niveau éducatif, le libéralisme croissant a rendu les gens beaucoup plus agréables. C'est-à-dire on ne prend plus des portes de métro dans la gueule, comme quand j'étais gamin. Les gens sont beaucoup plus aimables. Euh, Civilisé. ouais, enfin, civilisés, je ne sais pas comment dire, mais les gens sont beaucoup plus, je dirais, conscients d'eux-mêmes et compétents dans les rapports interpersonnels. Bon, et qu'est-ce qui change maintenant au XXIe siècle? Et là, et bon, alors il y a tout ce... Non, mais c'est important. Je veux dire, c'est important. Les gens avaient des milieux populaires avaient du mal à parler, à s'exprimer. Tout ça n'existe plus. Tout le monde, les gens parlent beaucoup mieux, en fait, si je me souviens de... Voilà. Mais par contre, la montée des inégalités, ce sentiment d'un univers en contraction, où tous les problèmes, c'est comment s'adapter à une contraction économique, budgétaire, sociale. Écologique. Oui, alors l'écologie, j'ai pas une grosse conscience écologique, donc je préférerais, on peut en parler, mais j'ai pas ça en tête en fait à la minute. Je veux dire, c'est juste stupéfiant, c'est ce truc de dépression. Et puis, alors pour mon milieu, parce qu'on vit dans un milieu quand même. Moi, je suis un intellectuel d'origine bourgeoise. Je suis vraiment pas un self-made man. Je viens d'une famille intellectuelle. Mais l'un des trucs qui est le... Et je vis toujours dans mon milieu. On n'y peut rien. Mais la fermeture sur soi intellectuelle de ce milieu est stupéfiante. Vous voyez, ce truc, cette société où on a maintenant des... ah, C'est une catatonie. ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par rapport à l'effroi, les gens se tétanisent. Non, les gens, non, dans ce monde, ce qu'on appelle maintenant le monde d'en haut, qui est supposé être ouvert alors qu'il n'a jamais été aussi fermé, je crois que les gens ne sont pas effrayés, ils sont juste très inconscients, très égoïstes, assez contents d'eux. Vous voyez? Crétin. Comment? Crétin. Collectivement, pas à titre individuel. Et les gens d'en bas ne valent pas mieux. Si vous voulez, la grande erreur pour moi, ça serait... Il y a une époque où j'étais dans la dénonciation de l'élitisme, des classes supérieures, avec ce rêve, cette idée que le monde populaire, c'est une idée qui est assez populaire aujourd'hui encore chez certains intellectuels, que les gens ordinaires et les gens d'en bas représentent des restes de comportements décents, plus corrects, etc. Moi, je ne pense pas du tout comme ça. Je pense que dans une société où les élites sont aveugles ou pourrissent en termes de comportement moral ou de sens de la responsabilité, Des exemples? des exemples personnels. Non, du pourrissement de la tête. Je veux dire, moi, la première chose qui me vient à l'idée, mais ça pourrait être plein d'autres choses, c'est le combat perdu de ma vie. Donc j'hésite presque à en parler parce que c'est ma lutte contre l'euro. Vous voyez, l'euro dont j'ai tout de suite... C'est bien l'euro, non? Comment? C'est bien l'euro. Oui, C'est une religion? oui, c'est une religion, mais si vous voulez, moi, ça m'est apparu comme un truc... je suis anthropologue, donc je connais la diversité des sociétés européennes, et c'était clair tout de suite pour moi que ça pouvait pas marcher, que l'Allemagne et la France, c'est pas pareil, que l'Italie, c'est encore autre chose. Et, et alors, c'était difficile, c'était un sacré réveil pour moi de voir
que les classes dirigeantes en France étaient capables d'imaginer que ça allait marcher. Ils l'ont fait. D'accord, premier stade. Mais ensuite, je veux dire, c'est tellement évident que c'est un échec économique, puisque avant l'euro, déjà, la politique du franc fort précédait l'euro. On a mis la France en état de désintégration industrielle. Je dirais que le seul élément stable maintenant de la vie sociale française, c'est son taux de chômage autour de 10%. Hein, donc vraiment, il y a une sorte d'évidence du dysfonctionnement de l'euro, de ce que la France a perdu et que aucune politique économique ne peut marcher dans le contexte de l'euro. Mais je ne milite pas, là, c'est fini, j'ai renoncé. Voilà. Mais je n'imaginais pas que des classes dirigeantes ou même des classes moyennes qui n'en souffrent pas encore trop, si ce n'est à travers leurs enfants, qui ont des salaires diminuants, des boulots plus instables, etc. Je veux dire, le refus de voir, alors là, c'est une combinaison d'aveuglement, de dureté, ou même d'une certaine forme... Comment ? Endoctrinement ? Non, mais je crois que les gens... C'est pas un endoctrinement, personne n'est spécialement... Il y a le phénomène de mimétique, on n'en souffre pas trop, on s'en va devant, mais jamais je n'aurais imaginé que des gens ayant fait de très bonnes études supérieures soient capables d'une telle insensibilité humaine. Là vraiment... Une crétinisation profonde ? Mais peut-être qu'ils comprennent. Mais là, si on dit crétinisation, j'ai employé ce mot-là. C'est vrai qu'il y a un truc de... Mais j'avais vu ça pour les dirigeants soviétiques à l'époque où je travaillais sur mon premier livre, La chute finale. J'avais lu un livre d'un économiste anglais qui s'appelait Peter Wars, qui parlait à propos des élites russes de l'époque soviétique. L'Union soviétique était aussi une économie qui ne marchait pas, en fait. Il parlait de stupidité structurellement induite. Structurally induced stupidity. Ça m'avait frappé. Perfect accent. Voilà, non, pas du tout. Et il y a un truc de cet ordre. Alors, est-ce que c'est la fausse conscience de Marx ? Est-ce que c'est la classe supérieure ? Mais est-ce que c'est le mépris Il y a des moments où je me dis, mais finalement, peut-être, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, c'est une sorte plutôt des moralistes, c'est que finalement, une partie du bonheur qu'on tire d'appartenir aux classes privilégiées, de gagner plus d'argent, c'est pas juste qu'on gagne plus d'argent, c'est le sentiment de bien-être qu'on a à constater que d'autres gagnent beaucoup moins quand même. Et la souffrance des autres, peut-être, nourrit votre bien-être. Non, mais il y a des jours où je pense comme ça. Mais je ne suis plus militant, vraiment. Hein. Et vous n'avez jamais essayé la drogue ? Non, mais je suis pathétique. Hein. Vraiment, j'ai besoin après les trucs... Est-ce que vous pensez que c'est la maladie du pouvoir, ce selfishness, cet égoïsme, ce complexe de mégalomane ? Non, c'est difficile de proposer une interprétation. Je crois que la morale des individus, la morale, c'est pas juste un truc de l'individu. C'est-à-dire que je pense que pour se comporter bien, il faut qu'il y ait des gens autour de vous qui, quand même, vous renvoient une image positive de vous-même. Il faut être plusieurs ensemble pour se comporter bien. Vous voyez ? Et donc, la morale, c'est à la fois individuel et collectif. Donc, il y a une époque où il y avait des morales collectives. Il y avait une morale catholique, il y avait une morale protestante. En France, un peu moins quand même. Mais une morale, je dirais, nationale, pour les gens qui sont d'esprit plutôt patriotique, etc. Une morale communiste, pour les gens qui étaient... Une morale socialiste ou social-démocrate. Une morale chrétienne ? Oui, j'ai dit catholique, hein, donc vraiment chrétienne, bien sûr. Et donc l'individu était encadré par des systèmes moraux. Donc l'individu faisait vivre cette morale, mais c'était plusieurs individus. Et là, tous ces systèmes, c'est lié au développement de l'éducation supérieure, au développement des inégalités, tous ces systèmes d'encadrement collectif ou de moralité collective se sont effondrés. Le PC n'existe plus, l'Église catholique n'existe plus, le sentiment national en tant que collectif n'existe plus dans le même sens,
le sentiment socialiste, qui était un truc très sérieux, en fait, autrefois, n'existe plus. Et donc, les gens sont... c'est l'un des paradoxes de l'individualisme contemporain. Donc, maintenant, effectivement, il n'y a plus que l'individu, mais on se rend compte que l'individu, sans cette morale collective vécue à plusieurs, l'individu est beaucoup plus petit qu'avant. C'est ça qui est bizarre, et beaucoup moins moral, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair. Et c'est là que les gens, le concept à la mode, dérivé de Christopher Lasch, cet essayiste, je ne sais pas comment dire, ou analyste américain, qui est décédé depuis un bon moment, qui a écrit sur le narcissisme. Donc c'est le narcissisme, mais donc le narcissisme est un stade de l'individualisme. On pourrait dire que le narcissisme, c'est un individualisme non encadré par ces structures collectives. Et le problème de cet individu narcissique, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Il est soucieux de son bien-être, il est content de lui, mais en fait, il est infiniment plus petit que l'individu qui se reconnaissait comme appartenant à une collectivité. Vous êtes penché un peu sur les phénomènes de propagande, les phénomènes de marketing, les phénomènes de consommation exponentielle du capitalisme. Non, vous, ancien communiste. Non, je vais vous... Toujours communiste. Comment? Mais non, pas du tout. J'ai fait mes deux premiers livres étaient d'un anticommuniste, d'un anticommunisme impeccable. Alors cela dit, du PC, j'ai toujours gardé le mépris des socialistes. Même ça, il n'y a rien à faire. Et j'ai pas été déçu. On m'avait dit que c'était des sociotraîtres. L'histoire a montré que sur ce point-là, le PC avait raison. Mais je vais vous surprendre sur le marketing, etc. Je ne suis pas que communiste. Ma mère était une grande publicitaire. Donc j'ai été élevé. Donc elle était d'un côté la fille de Paul Nizan, écrivain communiste, mort en 1940 à l'âge de 35 ans, copain de Sartre, qui avait été l'un des premiers à adhérer au Parti communiste, mais aussi l'un des premiers à le quitter au moment du pacte germano-soviétique. Je veux dire, le sport de figure emblématique pour la famille de droiture et d'honnêteté et d'intelligence, difficile à atteindre. Mais sa fille, ma mère, passait la guerre aux États-Unis comme adolescente. Elle était teenager à Hollywood et elle est revenue bilingue. Elle a dû en voir de belles. Voilà, non, c'est sa mère, si, oui. Ma grand-mère était un peu. Olé olé. La veuve de Paul Nizan a traversé une phase cuisse légère. Voilà, donc vraiment, voilà. Mais ma mère, je sais pas, c'est qui est décédée, je sais pas, donc voilà. Mais elle a choisi, quand elle était jeune, elle s'intéressait à la fin un peu de poésie, mais elle a choisi la voie de la légèreté. Donc elle est devenue publicitaire, un peu par hasard, parce que je crois qu'elle était entrée comme standardiste bilingue dans une boîte américaine, d'ailleurs, chez Walter Thompson, et puis être publicitaire. Et donc moi, j'ai eu une enfance où totalement, j'étais en contact direct avec des gens qui faisaient de la pub. Donc je ne véhicule pas en moi-même tous les stéréotypes habituels. C'est-à-dire que je sais que à la base, ou de base, on n'avait dit pas de private joke. De base, comme on dit quand on est jeune aujourd'hui, ce qui n'est pas mon cas, les publicitaires sont des gens qui partent du respect des gens qui existent. Non, parce qu'il faut les comprendre. Ah, il faut les comprendre. Mais oui, mais si vous voulez, si vous comparez, je veux dire, un homme politique français du système des partis normaux qui veut se faire élire, c'est pas un type qui s'intéresse vraiment au fonctionnement des gens. Bien sûr que si. Alors, il utilise des publicitaires pour ça. Exactement. Voilà, mais quand même. Des neuromarketeux. Oui, mais écoutez, bon, peut-être, de toute façon, on va pas rentrer dans un grand débat sur les... Mais je me souviens, je peux dire que ma mère n'était pas une personne honnête. L'une des particularités, alors peut-être qu'elle était spéciale, je sais pas, on peut discuter. Elle, je me souviens que quand elle entrait dans l'analyse pour une campagne publicitaire, elle, ce qui lui plaisait, c'était de trouver des slogans, des images, des films télé. Elle a atteint elle a été dans la première expansion de la pub à la télé, et c'était surtout un métier pour elle, un métier marrant, une sorte de forme particulière d'expression condensée, poétique, etc. Mais je me souviens que sa particularité, c'est que chaque fois qu'elle commençait à travailler sur un produit,
elle arrivait à se convaincre elle-même de l'excellence de ce produit. Vous voyez, donc vraiment, elle me faisait rire. Et je me souviens quand je regardais des pubs qu'elle avait faites à la télé ou qu'elle n'avait pas faites, qu'on regardait ensemble. Donc je déconnais en faisant semblant d'être convaincu. Non, c'est des très bons souvenirs. Je n'ai pas du tout la... Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, et je garde des amis publicitaires extrêmement civilisés et agréables. Donc j'ai pas du tout cette... je pense, pour moi, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. La pub n'est pas un problème. Le marketing n'est pas un Et problème. je ne dis pas ça. Je dis que ça ne fait pas partie de mes catégories d'analyse. Vous voyez, c'est tout. Donc j'ai plusieurs tâches aveugles. J'ai plusieurs tâches aveugles, donc je n'irai pas. Je suis nul et j'ai tort sans doute pour ce qui concerne l'écologie depuis toujours. Je suis un peu un productiviste des années 60-70 attardé, un petit peu moins. Donc je prends conscience, mais pour moi, si je vais chercher les raisons de la désintégration du système égalitaire, de ce système de valeurs. L'explication que je donne dans mes livres, d'ailleurs, ne va pas être dans des trucs de manipulation, etc. Ça va être beaucoup plus profond et mécanique. Je vais dire, par exemple, commençons par expliquer la phase d'avant, la montée du sentiment égalitaire, la démocratie. Consommation énergétique. Non, je veux dire, je reste dans mes variables. Je reste dans mes variables qui sont assez peu économiques, etc. Donc pour moi, la montée du sentiment égalitaire et l'irruption des masses dans la vie politique. Vers quelle année ? L'irruption des masses dans la vie, ou de certaines masses, ou de masses partielles, il faudrait commencer aux révolutions anglaises du XVIIe siècle. Ensuite, vous avez la Révolution française du XVIIIe, puis mettons la Révolution russe, et un historien anglais, Lawrence Stone, a remarqué que ce qui caractérisait toutes les périodes précédant ces révolutions, c'est la hausse du taux d'alphabétisation. C'est le fait que les gens apprenaient à lire et écrire. Et donc moi, je suis fixé un truc, une sorte de seuil, quand 50% des hommes, ça commence par les hommes et ensuite les femmes suivent, sauf en Suède. 50... C'est les femmes qui lead. Dès le XVIIIe siècle, les femmes suédoises ont dépassé les hommes en termes de capacité de lire. Voilà. À cause du protestantisme ? À cause de la Suède, parce que le statut des femmes en Suède est très particulier. Continuez. Voilà, et donc vous avez... merci de me ramener dans le bon chemin. Et donc vous avez... Il faut bien voir ce que c'était. Au départ, savoir lire et écrire, c'était le privilège de quelques prêtres. Et puis les marchands ont appris à lire, écrire, compter. Et puis les nobles, les artisans... Et puis, finalement, dans la phase finale, les paysans, les ouvriers ont commencé. Et ça a créé une sorte de, ce que j'appelle un subconscient égalitaire dans les sociétés. Donc, les gens se sont mis à penser, peut-être en vérité, les hommes sont égaux. C'est un truc incroyable. Maintenant, on ne se rend plus compte. On ne sait plus que c'est une société où il y a 5 ou 10% ou moins des gens qui savent lire et écrire. C'est complètement... Maintenant... Bon, je sais que le magazine Le Point nous fait ce qu'on appelle en termes techniques un marronnier et nous explique à intervalles réguliers que les gens ne savent pas lire. Mais c'est des pures conneries. Il y a toujours des analphabètes fonctionnels. Il faut aller à Haïti. Comment ? Il faut aller à Haïti. Oui, c'est sans doute l'une des régions du monde où il y a encore des problèmes de ce côté-là. Mais la tendance générale dans le monde est à l'alphabétisation universelle. Mais... voilà, alors ça c'est bien, ça continue, ça explique l'explosion démocratique des 18e, 19e, 20e siècles. Ce mouvement irrésistible vers la démocratie qu'avait diagnostiqué Tocqueville à propos de la France et des États-Unis. Mais donc là on arrive, sautons les siècles, les siècles, il y en a plusieurs, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et là on a le déblocage du développement de l'éducation secondaire et supérieure. Donc, dans un premier temps, on se dit, oui, sensationnel, ça n'est que la suite de l'alphabétisation, ça n'est que l'ascension de l'humanité qui continue vers plus de savoir, plus de conscience. Mais au bout d'un certain temps, alors le secondaire et le supérieur, ça a vraiment décollé en premier aux États-Unis, pays protestant, démocratique, où l'État n'a pas bloqué le développement du secondaire. En Europe, c'est l'État qui a bloqué le développement du secondaire. Il faut bien garder sa cantine. Voilà, bon, comment dire, et
on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas anticipé ce qu'allait se passer si tout le monde ne faisait pas des études supérieures. Et donc aux États-Unis, dès le début des années, dès le milieu des années 60, la proportion d'une génération qui faisait des études supérieures s'est bloquée autour du tiers de la population. Et donc ça a recréé une société stratifiée. Plastique. Implicitement, oui, des castes, des nouvelles castes inconscientes, mais définies par des niveaux éducatifs. Et donc la tendance de toutes les sociétés avancées, avec des nuances, des différences selon les pays, c'est à avoir en haut, ça dépend si on compte, si on mélange les générations, mais si on prend simplement les jeunes générations, ce qui est en train de se mettre en place, c'est des sociétés où 30 à 40% des gens ont fait des études supérieures, elles-mêmes très différenciées en termes de niveau ou de prestige social. Et puis vous aurez un truc intermédiaire de gens qui ont fait des études secondaires, plus ou moins bonnes. Et puis Histoire de l'art, ça marche pas mal. Histoire de l'art. Ah mais, bon, écoutez, je ne veux pas commencer à distribuer des bons et des mauvais points, et donc ce qui s'est passé, c'est que, disons que, concentrons sur les éduqués supérieurs, les suréduqués supérieurs, les éduqués supérieurs, ils se sont mis à vivre entre eux. C'est eux. Vous voyez, quand vous parliez des... Est-ce que les élites ont trahi au début ? Et j'avais pas trop envie de dire que les élites avaient trahi. En fait, je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques gens à punir plus tard. C'est autre chose. On en vient là. Autre chose. Il faudra quand même... Ressortir la veuve. Il faudra quand même que quelqu'un porte le chapeau... Perdre sa tête. Ah non, je suis pas. Non, je suis pas méchant comme ça. Moi, je suis. C'est pas méchant, c'est efficace. À mon âge, on connaît le prix de la vie, donc on ne guillotine pas à tort et à travers. Donc c'est terminé, ça. C'est pour les jeunes. Ça risque de revenir. Non, je n'y crois pas trop. Et donc je suis assez paisible dans la. Plutôt les goudrons, le goudron et les plumes, non? Non, moi je suis plutôt compte tenu de l'esprit de l'époque, je pense que le plus cruel, c'est vraiment taper le portefeuille. Ouais, c'est les gens. Alors, je ne sais pas, dans un contexte de loi qui ne peuvent pas être rétroactives, mais je veux dire, spéculer sur... oui, quand je suis en train de rêvasser chez moi, regardant l'après-midi, je suis retraité, hein, donc regardant l'après-midi l'inspecteur Barnaby ou Colombo... Derrick. Derrick, non, là, pas, non, l'image est trop verdâtre. Donc, je me dis quand même, les gens qui ont fait l'euro et qui ont imposé de telles souffrances à la société, alors qu'ils l'ont inventé, ils étaient en situation de responsabilité, ils pouvaient comprendre. Quand même, bon, c'est embêtant. Tout ce qui a été fait a été de façon légale, mais... Pour forceps, non? Oui, mais il faut... les laisser impunis... On va les punir quand? Je sais pas. Mais bon, quand même. Donc, pour revenir sur votre question du marketing ou de la manipulation des gens, donc le genre de force ou de phénomène que je vais analyser dans l'histoire pour comprendre le pourrissement de la situation, les phénomènes de domination économique, sauvage qui existent, les phénomènes de perte de conscience de l'histoire du politique, etc., je vais aller chercher dans cette fragmentation éducative et qui a produit ce paradoxe. Mais pour moi, c'est vraiment une interrogation. Je constate empiriquement, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est le vrai mystère de l'époque, c'est qu'on a... Globalement, on est dans des sociétés qui n'ont jamais eu un niveau éducatif aussi élevé. La plupart des gens savent lire et écrire. Plein de gens ont fait des études secondaires valables. Personne ne sait reconnaître une feuille d'arbre dans une forêt. Oui, mais ça, bon, voilà. Mais quand même, bon. Donc, et puis, il y a, je veux dire, ces masses de gens qui font des études supérieures. Et on voit ces catégories supérieures qui deviennent complètement autistes, enfermées sur elles-mêmes. Alors là, pour le coup, collectivement prétentieuse aussi. Prétentieuse, arrogante, etc. Et en fait, là, collectivement, complètement crétine. Et donc, pour moi, le vrai mystère du monde, c'est comment le développement de l'éducation supérieure a produit des sociétés idiotes. Vous voyez, c'est vrai, mais on ne pouvait pas prévoir. C'est beau. Comment ? C'est beau.
je veux dire, C'est magnifique. non, mais si on est historien, moi j'ai perdu tous mes combats politiques. J'étais contre l'euro, j'ai milité 25 ans contre l'euro, il s'est fait, il dure. La société française est dans un état. De déliquescence la plus profonde. Voilà, et puis surtout là, on entre très clairement dans une phase d'accélération avec baisse du niveau de vie. L'ère du macronisme, dont on nous disait que ça allait être la régénération du monde par la jeunesse du président, en fait, ça va être juste le contraire. C'est le moment où vraiment on va encaisser, dans le gros de la population, des baisses de niveau de vie. Ça va être ça va rentrer comme ça dans l'histoire. Mais Il va y avoir du sport. Hein. je ne sais pas, parce que... Alors, jusqu'à présent, je me disais, j'étais... moi, je suis, a priori, je me considère comme un homme modéré. Communiste quand même, Comment? merde. Communiste. Non, mais j'étais... là. Léniniste en plus. Comment? Léniniste. Non, mais je veux dire, être léniniste, moi, De base. de base, merci pour l'absence de private joke, et un partout. Et donc, non, La balle au centre. non, Merde, mais ce que j'appelle rester léniniste, c'est dire que si on veut transformer les choses, il faut un appareil. C'est-à-dire que, quand je vois des mouvements genre Nuit debout, Ce qui était du vent. non, mais c'était très sympa. Je veux dire, Ouais, c'était cool. non, mais moi, On a vu des punks à chiens alcooliques. J'ai toujours, dans le contexte d'une classe supérieure qui est devenue une caste C'est un rigide, insensible, en gros, toutes les rébellions ont a priori ma sympathie. Vous voyez, donc Et En Marche, c'est une rébellion. comment? En Marche. Mais non, arrêtez. Je me fais l'avocat du diable. Oui, hein. non, honnêtement, là, j'ai C'est défini des ça. rebelles quand même, les Mais mecs non, d'En Marche. moi, j'ai défini ça comme un phénomène d'hallucination collective. Donc c'est vraiment. Mais non, mais les classes moyennes supérieures sont, pour moi, on revient sur cette histoire d'aveuglement, de crétinisme, d'idiotie, je sais pas. Il y a un phénomène de lévitation intellectuelle. Mais il faut analyser tout ça. Vous voyez, si je devais définir mon attitude fondamentale, c'est que, en tant que citoyen et que Français, moi j'ai écrit beaucoup de livres sur la France. Je suis un vrai patriote. En fait, je suis vraiment. Enfin, j'aime la France. Au bon sens du terme, pas nationaliste. Oui, pas du tout. Non. Je suis même un patriote de plusieurs nations, sans doute. J'aime. Il y a plein de pays qui sont très importants pour moi. La Thaïlande. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non, mais j'aime bien. Non, moi, j'ai une passion perverse pour les pays très développés. Vous voyez? Donc, si vous voulez, je vous fasse la liste de mes patriotismes. Bon, non, c'est pas tellement utile, c'est personnel finalement. On continue sur l'aveuglement Voilà. des mégalomanes de Voilà, classe mais supérieure. donc en tant que Français aimant son pays, je suis désespéré, mais j'ai une chance. Je suis historien. Donc, c'est quand même intéressant. Pourquoi une chance? Mais parce que je peux quand même dans l'ambiance de déliquescence actuelle, d'échec, enfin, le gouvernement français est juste ridicule. C'est là, je veux dire, c'est la honte. C'est magnifique. Mais non, Mais si. non, si vous êtes maso ou pervers, c'est ridicule. Mais quand même, en tant qu'historien, l'histoire, et puis en plus l'histoire mondiale, est quand même reste vraiment intéressante. On est en 1920 ou plutôt en 1940? Mais non, pas du tout. Toutes ces renvois à des périodes historiques antérieures n'ont aucun sens. On est à la veille de la nuit du 4 août? Mais non. Putain, non. C'est fait exprès. Hein. Oui, j'ai bien compris. Je veux dire, c'est bon. Regardez. Donc là, vous renvoyez à des périodes où les populations étaient super pauvres, beaucoup moins éduquées que maintenant et beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire l'âge médian des populations qui font des révolutions, 20 ans. 25 ans, 25 ans. L'âge médian actuel en France, ça doit être 40. Mais c'est l'âge médian de l'ensemble de la population. Donc si vous prenez le corps électoral, on va aller vers les 50. Blancs, hein. Ouais. Vous voyez, donc c'est vraiment... voilà. Mais, donc toutes ces... C'est vrai que les milieux populaires vivent dans l'insécurité,
Maintenant, même les jeunes d'origine bourgeoise vivent dans l'insécurité, mais le niveau de vie reste incroyable par rapport à ce qui a existé jusqu'après l'après-guerre. C'est-à-dire, si je me souviens de ce qu'était le niveau de vie dans les milieux populaires, c'est une époque où il n'y avait pas de chiottes, pas de baignoire, pas On de bouffait douche. que dalle, il n'y avait pas d'obèses. Il y avait, oui, enfin, si, il y avait, en fait, il y avait quand même quelques gens un peu enveloppés, mais c'était pas la même chose, c'était pas le même esprit, c'était pas le même esprit. Donc les gens sont beaucoup plus dans les milieux populaires, les gens sont rendus anxieux beaucoup plus par la peur de perdre cet acquis que par un état réel de pauvreté. C'est pour Le ça déclassement. comment ils ont peur du déclassement. Donc c'est toujours pareil, quand on a peur du déclassement, on se retourne vers ce qui est en dessous. Donc ça explique ces phénomènes de xénophobie en cascade. Mais j'ai même interprété, finalement, l'une de mes interprétations du vote Macron chez les jeunes diplômés du supérieur, qui est important. J'ai regardé, non mais j'ai des statistiques très détaillées de l'IFOP sur d'énormes échantillons. Et c'est vrai que vous regardez, les jeunes diplômés du supérieur ont voté dans des grandes villes, etc., ou même de l'étranger, ont voté Macron comme des fous. Mais, mais en fait, et donc tous les mecs sont là à vous dire, ah mais oui, c'est la France ouverte, etc. Mais la vérité, c'est d'ailleurs, c'est pas du tout un monde ouvert, c'est un monde complètement homogène, mimétique, qui ne pense pas, mais c'est aussi un monde par rapport à leurs aînés qui avaient fait des classes supérieures, qui étaient un petit groupe privilégié. C'est un monde qui est en descente sociale. Et l'une des interprétations possibles et vraisemblables de cette logique ou cette rhétorique qui est sortie de la France ouverte et de la France fermée, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont des éduqués supérieurs qui sont en fait en déclassement, Qui sentent le sapin venir. voilà, et qui se retournent ou qui veulent regarder d'en haut les milieux populaires français d'origine, qui eux-mêmes regardent au-dessous les immigrés. Donc c'est des mépris en cascade. C'est un peu Mais le tout même, le monde est dans le déclassement. c'est un peu le même phénomène avec l'électorat de Trump. Euh, Le redneck alors, américain qui voit son pouvoir alors, d'achat diminuer, c'est qui voit eh ben, l'immigré, et eh ainsi ben, de suite. je- Est-ce qu'on peut comparer l'électorat de Macron avec l'électorat de Trump? non, on peut surtout Merde. pas. Non, on peut pas parce que, et de façon générale, je sais que l'un des grands trucs rhétoriques actuellement, c'est de dire ah ben il y a des vagues populistes partout, c'est l'horreur. Donc il y a des vagues populistes partout, et puis il y a partout des éduqués supérieurs qui connaissent le vrai sens des choses, qui sont ouverts sur le monde. Alors ça, c'est une rhétorique qu'on va trouver partout, qui sera popularisée par la presse anglo-américaine comme par la presse française. Il n'y a pas de problème, mais moi, je pense pas. Je refais mon numéro d'historien savant cosinus. Je pense pas que toutes les sociétés, même toutes les sociétés avancées, ne sont pas dans la même époque de l'histoire. Les États-Unis, c'est eux qui font l'histoire. On aime ou on aime. Vainqueur. Non, on peut pas dire vainqueur parce Est-ce que c'est eux qui vont tuer l'histoire? Mais non, putain, vous êtes dur. Et je veux dire, non, depuis, faut être raisonnable. Depuis, il y a une représentation simple de l'histoire qui n'est pas bonne pour l'orgueil national français. L'orgueil national américain. Bah non, bon, oui, donc, ça c'est de la rhétorique, ça. C'est toutes les transformations économiques du monde depuis le XVIIe siècle. Elles sont venues 17e, 18e, 19e de l'Angleterre, révolution industrielle, et régime parlementaire et démocratie libérale à l'origine. Et puis les Américains ont pris le relais en fait assez tard, vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, à cause de leur développement éducatif beaucoup plus précoce dans le secondaire et le supérieur, surtout la majorité des GIs ou une grande partie des GIs qui ont débarqué sur les plages de Normandie avaient fait des études secondaires. Hein. Je veux dire, alors qu'en France, Facilement manipulable. vraiment, moi j'aime bien les Américains, j'y peux rien, c'est comme ça. Bon, je veux dire, Vous aimez Guantanamo? Comment? Vous aimez Guantanamo? Mais non, mais ça c'est comment dire? C'est pas. Non, si j'étais aux États-Unis,
j'aurais été... Voter Bernie Sanders. Voilà, évidemment. De toute façon, tous les paramètres de mon histoire familiale, ethno-religieuse, éducative, montrent que j'aurais été un électeur de Sanders. Donc, il n'y a pas de... Mais, si vous Vous avez voulez... voté quoi en France? Comment? Vous avez voté quoi en France? Eh ben, j'ai voté Mélenchon au premier tour, la mort dans l'âme, et au deuxième tour, je me suis abstenu et j'ai fait scandale en disant je m'abstiens dans la joie, car je n'ai pas cru une minute que le Front National puisse l'emporter. Et l'idée de voter Macron me donnait envie de gerber. Et je pense qu'on m'approuvera de plus en plus sur ce plan-là. Enfin, ceux que ça intéresse. Mais comment dire, on ne peut pas comparer. Je reviens à votre question. Qui était? Qui était est-ce que Trump, etc., etc. Mais c'est vrai que si vous regardez la distribution par niveau éducatif plus bas aux États-Unis, mais pas aussi bas que ça, c'est-à-dire dans la population blanche américaine, la majorité des gens qui ont fait une étude supérieure, college educated, très légère majorité, ont voté Trump. C'est-à-dire que l'avantage éducation supérieure n'apparaissait massif pour Clinton que pour les gens qui avaient fait des études supérieures très poussées, à des niveaux allant au-delà du BA, c'est-à-dire au-delà de la licence. Hein. Donc c'est pas ça. Mais si vous voulez, les États-Unis sont beaucoup plus avancés. Donc vous ne pouvez pas comparer. Et d'ailleurs, l'une des grandes différences, c'est que Trump a gagné les élections. C'est-à-dire que, parce que le niveau de stratification éducative, sociale, économique, de destruction du monde ouvrier par le libre-échange, avait atteint un tel degré aux États-Unis, menant à des hausses de mortalité dans la population blanche américaine, que le système démocratique américain fonctionnant toujours, comme on a pu d'ailleurs le constater en ce moment, puisqu'il continue de fonctionner, les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, donc c'est pas le fascisme. Les midterms, ça donnait quoi là? Les midterms, c'est ça. Ça a donné quoi là? J'ai regardé ce matin le Guardian, en principe, Guardian. Comment? Guardian. Oui, mais ça, dans ma famille, j'avais 2 parents bilingues, et nous, on le fait pas comme ça. Ouais. Vous voyez, nous, on prononce Cambridge. Nous, on dit Thinkerview. Voilà, c'est comme vous voulez. Bon, et voilà, et donc l'Amérique a bougé, de même que vous prenez l'équivalent des jeunes, si je reprends les catégories éducatives. Donc vous avez les jeunes diplômés du supérieur qui, en France, en état d'hallucination collective, ont voté Macron. Mais les équivalents américains, c'était les mecs qui soutenaient Sanders. Vous voyez le décalage ? Donc